Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire Les affaires portant sur l'investissement. À en juger le nombre d'inscriptions, il semble que vous soyez nombreux à rechercher des conseils pour optimiser vos rendements. Alors, je suis Catherine David, gestionnaire de contenu pour Événements Les affaires. C'est moi qui sera l'animatrice pour la période des questions qui se déroulera à la fin de cette présentation. Donc, avant de commencer, j'ai deux indications à vous transmettre afin d'assurer le bon déroulement du webinaire. Donc, tout d'abord, tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser des questions aux conférenciers. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié à cet effet. Nos experts répondront à quelques-unes d'entre elles au terme de cette présentation. Et enfin, si vous rencontrez des problèmes techniques, je vous invite à contacter l'assistance technique de PQM en cliquant sur les icônes en bas de la page. Donc, c'est maintenant le moment de votre webinaire. Événement Les Affaires est ravi d'accueillir notre partenaire Médici Gestion de portefeuille stratégique pour cette présentation intitulée Placement, mon rendement est-il bon? Il vous permettra, entre autres, d'être mieux outillé pour faire croître la valeur de votre portefeuille à long terme, de déterminer si la gestion actuelle vous en donne pour votre argent, d'être plus confiant de prendre des mesures pour redresser la performance de votre portefeuille. Donc, avant de céder la parole à Yannick, permettez-moi de vous présenter nos deux experts qui animeront cette session. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Lirouin et Pierre-Olivier Langevin. Donc, Pierre-Olivier est un investisseur hors pair, séduit par le monde du placement depuis son plus jeune âge. Depuis qu'il a rejoint Médici en 2011, il a joué un rôle crucial dans l'analyse des entreprises en portefeuille, recommandant de nouvelles occasions de placement et contribuant activement au comité d'investissement. Reconnu pour sa rigueur et ses talents de communicateur, il apporte régulièrement son expertise à travers ses articles pour les affaires et est souvent sollicité par les grands médias québécois pour partager ses connaissances en matière d'investissement. Yannick Clérouin, quant à lui, est un passionné de la bourse depuis 25 ans et un vulgarisateur chevronné. Depuis près de 6 ans maintenant chez Médici, il accompagne les clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Avant de rejoindre l'entreprise, Yannick a passé près de 16 ans au Journal des Affaires à titre de journaliste, chroniqueur et chef de publication. Au fil des ans, il a collaboré à de nombreux médias télévisés et radiophoniques pour partager son expertise en matière de placement. Yannick a également été à l'avant-garde en lançant la première radio financière en ligne pour le site webfin.com au tournant des années 2000. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Yannick Clérouin. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tous. Merci beaucoup de partager votre heure de lunch avec nous. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Yannick. Donc, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui, malheureusement, est souvent relégué au second plan, ou du moins n'est pas assez mis de l'avant, le rendement de votre portefeuille. Donc, avant d'attaquer le vif du sujet, quelques mots sur Médici. On va se présenter. Donc, Médici, c'est plus que Pierre-Olivier et moi-même. Comme vous pouvez voir à l'écran, notre équipe est composée de 17 professionnels au talent multidisciplinaire. Donc, Médici, en quelques mots, nous sommes une firme de gestion privée et discrétionnaire. Nous sommes établis à Saint-Bruno et on gère plus de 1,7 milliard de dollars d'actifs sous gestion pour quelques 1000 familles. Et Pierre-Olivier, nous visons à être les meilleurs, la meilleure firme, mais pas la plus grosse. Oui, ça peut paraître prétentieux de dire ça. C'est un objectif qu'on se donne. Évidemment, on aspire à être les meilleurs. Si on l'est ou si on ne l'est pas, ben, c'est aux gens à la maison de juger. Mais dans toutes les initiatives, tout ce qu'on entreprend, on se dit, ben, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut aspirer à être la meilleure firme, du moins. Exactement. Puis, ben, ça s'exprime de différentes façons dans notre accompagnement, mais aussi dans notre approche d'investissement. Donc, on vise à investir dans les meilleures entreprises disponibles, donc qui sont performantes sur le plan économique, très rentables, dotées d'avantages concurrentiels durables,
qui ne sont pas des feux de paille et qui sont bien gouvernés. Quand on parle de gouvernance, par exemple, ce sont les décisions d'investissement qui sont prises par la direction, les rachats d'actions, etc. Donc, on évalue tous ces aspects-là et au final, on vise à payer un prix raisonnable. Et Pierre-Olivier, notre approche, finalement, elle est assez simple parce qu'on écarte beaucoup d'éléments, beaucoup de choses là, qui sont disponibles dans le marché. Ben oui, en bon français, on dit Keep it simple as stupid, KISS, le Oui. fameux acronyme. Donc, non, pas de fonds communs, pas de produits dérivés, pas de notes structurées, les trucs complexes avec des frais qu'il faut payer à 2 ou 3 parties prenantes. On essaie de fuir ça. On se limite aux actions, aux bons vieux titres à revenus fixes, par exemple, les obligations. Puis c'est comme ça qu'on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'on détient dans un portefeuille. Et pour établir en quelque sorte notre crédibilité, la raison pour laquelle on vous parle de rendement, eh bien, on a un historique maintenant de 15 ans depuis la fondation de Médicis. Vous pouvez le voir à l'écran. Si vous aviez investi un montant d'1 million de dollars en 2009, aujourd'hui, ce même montant vaudrait 9,3 millions de dollars. Et on va en parler un petit peu plus tard, le barème, donc, qui est un point de repère. Eh bien, si vous aviez investi dans le marché, si vous voulez, le même portefeuille serait à 5 millions de dollars. Donc, vous pouvez voir un écart très important. Puis, on va aborder cet aspect-là tout à l'heure au cours de la présentation. Pourquoi le rendement, c'est si important. Et Yannick, puis, faut peut-être mentionner qu'il s'agit de portefeuilles investis à 100 en actions. Ce n'est pas nécessairement la répartition d'actifs de tous nos clients et ce sont des rendements qui sont affichés après déduction des frais et non avant. deux éléments également que nous allons aborder un petit peu plus tard. Et on a de l'expérience dans l'évaluation de portefeuille, Pierre-Olivier. Depuis les débuts de Médicis, on a évalué plusieurs centaines de portefeuilles. Donc, des gens qui nous ont appelés, qui nous ont consultés, qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'a pas nécessairement bien fonctionné. Des fois, on est convaincu, d'autres fois un peu moins, puis c'est là qu'une analyse de portefeuille peut faire la différence puis aider à déterminer si, oui, il y a un problème, notamment au chapitre du rendement. Il faut peut-être mentionner, Yannick, aussi que les analyses de portefeuille qu'on reçoit, les demandes du moins, ce sont généralement des gens qui sont insatisfaits. Alors, paniquez pas là, à la maison, là, tous les portefeuilles ne sont pas mal gérés. On va parler Oui. des pièges ou des problèmes qu'on voit qui sont les plus fréquents, mais il est fort possible à la maison que vous n'ayez pas ces problèmes-là. Très, très bien de le préciser, Pierre-Olivier. Je vois le guide de l'auto, Pierre-Olivier. On a sorti cette image-là, mais qu'est-ce que ça fait dans une présentation sur le rendement? Mais non, ce n'est pas un webinaire pour sélectionner son prochain véhicule, loin de là. Pourquoi on met le guide de l'auto là? C'est que souvent, Yannick, les gens vont mettre beaucoup, beaucoup d'efforts pour acheter un bien de consommation courante de haute valeur. Ça peut être un véhicule, ça peut être des électroménagers, une rénovation de la maison. Mais quand vient le temps de se soucier de son portefeuille, ses épargnes, on veut s'en laver les mains, on ne veut pas trop s'en occuper parce que ça peut être compliqué. Alors, mais il faut quand même, c'est important. Oui, tout à fait. Donc, Pierre-Olivier, en préparant notre webinaire, on s'est penché là, sur une récente étude de Fair Canada. Fair Canada, qui est un organisme à but non lucratif. En fait, c'est un organisme de défense des actionnaires. Et il y a une citation dans cette étude-là qui m'a interpellé, c'est-à-dire que même si on le sait que c'est important là, de gérer ses finances, même si on sait que à long terme, ça peut avoir une incidence majeure sur son bien-être financier, bien, les gens n'aiment pas trop s'occuper de leurs finances personnelles, de leurs investissements. En fait, les épargnants qui ont répondu à ce sondage-là, Pierre-Olivier, préfèrent consacrer plus de temps au travail, aux enfants, aux activités récréatives. Et ça, ben, Ben, c'est certainement pas une mauvaise nouvelle, là.
Yannick, on n'est pas en train de dire aux gens, occupez-vous pas de votre famille, là, loin de là. Amusez-vous dans la vie. Non, non, Mais non, le portefeuille et bien gérer ses finances, ça revêt quand même une importance élevée. oui, tout à fait. Puis, dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est que cet intérêt limité-là entraîne une certaine inertie. Donc, on le sait, par exemple, qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal dans la gestion de notre portefeuille, puis on reste finalement immobile, on ne fait aucun changement parce que ça nécessite des efforts. C'est sûr que parfois, ça nécessite des changements et des efforts au début, mais ça peut être très payant à long terme. Et puis, on va vous l'illustrer à l'aide des graphiques qu'on vous a préparés. Le premier graphique, Pierre-Olivier, là, puis en passant, c'est un cas théorique, là. On vous a illustré sur une période de 20 ans un investissement de 100 000 pardon. Qu'est-ce que ça vaudrait dans 20 ans par rapport à un autre portefeuille qui, lui, aurait une performance moindre? Oui, puis c'est un écart de 4%. Certains diront, bah, 4% par année, ce n'est pas un gros pourcentage, ce n'est pas un gros écart, mais on a projeté cet écart-là sur 20 ans. Pas anodin, là, pourquoi on a pris un rendement de 10%? C'est à peu près le rendement que les marchés boursiers ont réalisé, du moins en Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, sur une très, très longue période. Là, on parle de plusieurs décennies. Alors ça, c'est un rendement qu'on peut espérer avoir à très long terme dans un portefeuille investi notamment en actions. Et au gré de nos analyses de portefeuille, on se rend Oui. compte que les portefeuilles qui ont des problèmes, généralement, c'est une sous-performance de 3, 4, 5%. Alors, on a pris un rendement annualisé de 6% au lieu de 10 pour comparer. Et sur 20 ans, on arrive à un écart, Yannick, de 350 000 C'est pas, c'est plusieurs véhicules pour reprendre notre guide de l'auto, notre Oui, exemple. ben, en fait, Pierre-Olivier, cette image-là illustre, par exemple, un jeune personne qui sort de l'université, qui commence à investir, épargne. C'est au bout de 20 ans, ben, elle va être rendue à 45 ans. Donc, c'est pas habituellement la fin. On continue de travailler jusqu'à 60, 65 ans. Puis, bien, on vous a sorti un deuxième graphique pour illustrer l'écart magistral que ça peut avoir sur une période encore plus longue. Pierre-Olivier, pourquoi là, Ben la oui, courbe s'est accentuée comme ça? bon, on a étiré la période jusqu'à 40 ans. Donc, tu l'as dit, comme sur toute une vie active. Puis, ce qu'on se rend compte, on pourrait d'emblée dire, ah, ben l'écart va doubler, là, parce qu'on double la période de temps, puis ça va être 700 000. Mais non. Les intérêts composés, Einstein disait que c'est la 8e merveille du monde, mais vous le voyez Oui, ici sur le graphique où les deux courbes, la courbe du 10 ben, tend à augmenter sa pente là, à un moment donné grâce à l'effet des rendements composés. Alors, c'est pour ça que c'est important de se soucier de ces rendements. Puis il ne faut pas penser que 1, 2, 3% de moins, c'est rien. Au contraire, à l'échelle d'une vie humaine, c'est un grand canyon de différence. encore une fois, Pierre-Olivier, on a sorti une image, puis à première vue, certaines personnes vont dire, ben, pourquoi on a des élèves dans une classe, dans une présentation sur les rendements? Oui, ça peut Oui, paraître un peu sorti du champ gauche, Pierre-Olivier, mais toi, tu as une autre explication. bien là, on touche finalement au fameux barème. Euh, Bon, il y en a sans doute à la maison qui ont des enfants, puis prenez l'exemple de votre enfant qui revient de l'école là, le soir et il vous dit, bon, mais maman, papa, j'ai eu 70 comme résultat à mon examen. Ben, Oui, d'emblée, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, ça, 70? Vous allez tout de suite demander, ben, c'était la moyenne. Et là, ben, votre enfant va dire, ben, la moyenne, c'était 90. Vous allez peut-être dire, oh, ben, finalement, c'est pas si bon que ça comme résultat. Mais si en revanche, je vous dis, ben non, la moyenne, c'était 55, vous allez dire, ah, ben là, très bon résultat, 70. Alors, voilà pourquoi, euh, si c'est inné dans une classe, un examen, on demande ça, ben, il faut demander la même chose pour son rapport de rendement pour son portefeuille. Et c'est là que l'importance des barèmes prend et tout son. capital. Oui, voilà.
Donc, on vous a préparé justement, on vous a sorti les principaux barèmes que nous utilisons chez Médici. Certaines personnes vont se dire, c'est où qu'on prend ça, les barèmes? Puis c'est vrai que c'est pas toujours évident, puis on va le voir là, dans quelques instants. Parfois, on n'en a pas du tout de barème. Nous, chez Médici, c'est assez simple. Pour les clients qui sont investis à 100% en actions, on a deux principaux barèmes. La bourse canadienne, qui est représentée ici par le symbole XIC. Donc, c'est un fonds négocié en bourse qui est commercialisé par BlackRock. On utilise ce fonds-là parce qu'il est assez simple, à très faible frais, puis il fournit un excellent point de comparaison. Et pour la portion américaine, on utilise le même fonds, mais qui représente le S&P 500, donc le principal indice américain, c'est le XUS. Et pour les personnes Yannick, qui ont... de, demain matin, n'importe quel investisseur peut, entre guillemets, congédier son conseiller financier ou son gestionnaire et acheter le barème. Ou si on prend le parallèle avec l'enfant d'école, là, il peut ne Oui, pas remplir son examen et simplement obtenir la moyenne. Alors, ça, c'est important de se le rappeler. tout à fait. Puis, pour les investisseurs qui ont une composante en revenu fixe, Pierre-Olivier, on utilise le fonds négocié en bourse XBB qui représente les obligations canadiennes. Donc, on vous a sorti les rendements de 2023, mais chez Médici, on insiste beaucoup plus sur le long terme. Voilà pourquoi on vous a également présenté le rendement annualisé sur une période de 5 ans. Donc, vous pouvez voir après les frais ce que la bourse a produit et ce que les revenus fixes ont produit là, au cours des 5 dernières années. D'entrée de Peut-être jeu, vous faites... mentionner, oui, Yannick, peut-être mentionner aux auditeurs que la présentation va être disponible après coup. Et donc, Oui, si c'est fastidieux pour vous d'aller chercher les données des barèmes, ben, vous les aurez dans cette présentation. exactement. Donc, ça va pouvoir vous servir d'outil de comparaison. Puis, je disais, Pierre-Olivier, d'entrée de jeu, que on peut déjà établir certains constats là, en voyant ces résultats-là. Tout à l'heure, tu mentionnais que la bourse, historiquement, avait produit un rendement de 10% par année en moyenne là, au cours des 100 dernières années. Bien, vous voyez que les 5 dernières années ont été plus généreuses côté tant de la bourse canadienne que de la bourse américaine. Donc, déjà là, ça peut vous amener à faire certaines conclusions là, si vous avez vos propres résultats. Pierre-Olivier, ce n'est pas tout le monde qui a un portefeuille investi à 100% en actions. Donc, c'est important de comparer des pommes avec des pommes. Voilà pourquoi là, on vous a sorti différentes pondérations, puis ça va peut-être vous permettre de vous y retrouver davantage. Donc, 100% actions, ainsi que des pondérations là, qui contiennent une portion à revenu fixe. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant de noter, Pierre-Olivier, c'est que on voit par exemple qu'une pondération à 75% actions, 25% revenu fixe, eh bien, le rendement annualisé a été de 10%. Puis je vous rappelle qu'on parlait il y a quelques instants du 10% historique de la bourse, donc quelqu'un qui aurait été investi à 100% actions. Donc, ça a été quand même une très bonne période là, pour des portefeuilles, même ceux qui contiennent une portion en revenu fixe. Oui, ça a été de très belles années. Peut-être que ce ne sera pas d'aussi bonnes années pour les 5 à 10 prochaines, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une pandémie hein, dans ce 5 ans-là, un événement franchement imprévisible. Alors, ben, malgré tout, les mécanismes boursiers rapportent à long terme. Et là, Pierre-Olivier, on va passer au vif du sujet. On vous a présenté les barèmes, on vous a mentionné les choses qui étaient importantes, mais là, vous allez voir les écueils, les éléments là, sur lesquels on voulait insister aujourd'hui, qui malheureusement, on retrouve encore trop souvent dans nos analyses de portefeuille. Donc, Pierre-Olivier, le premier, l'absence de barème comparable. Donc, ça peut paraître surprenant, mais tu as vérifié là, nos plus récentes analyses, puis c'est encore très fréquent. Oui, on a demandé à un collègue, Gabriel Asselin, pour ne pas le nommer. On lui a dit
peux-tu nous sortir les 5 dernières analyses de portefeuille qu'on a fait? Il nous sort les rapports, tous les relevés même de placement. On les a regardés. Yannick, sur les 5, aucun de ceux-là ne présentait un rapport de rendement avec un barème comparable. On vient à l'élève ou à l'étudiant ou à votre enfant qui passe son examen, aucun des enfants n'est capable de donner la moyenne. Oh là Ouais. là! Alors, à un moment donné, c'est vous comme client, puis la loi n'oblige pas de le donner. Alors, c'est vous comme client. Si on ne vous le donne pas, ben questionnez-vous pourquoi on ne me le donne pas, puis appelez votre Ouais. conseiller et dites, ben là, écoute, moi, je veux savoir, as-tu créé la valeur ou t'en as-tu détruit cette année, puis au cours des 5 dernières années ou 3 dernières années, ou peu importe l'horizon, il faut être capable d'avoir les outils. Puis c'est le travail du conseiller de le faire, de donner ces outils-là. Et Pierre-Olivier, quand il y a des barèmes, ce qui pallie un des problèmes qu'on vient de soulever, ben, souvent, il y a des barèmes inappropriés ou même une pluie de barèmes. On a déjà vu ça. Oui, moi, j'ai en tête un exemple il y a quelques années où on avait fait une évaluation de portefeuille à un épargnant, puis on lui avait fait remarquer justement qu'il n'y avait pas de barème. Alors lui, la journée même, il se retourne, il appelle son conseiller. Son conseiller lui fournit littéralement une liste d'épiceries, là, d'indices de partout dans le monde, à peu près 25 indices boursiers, puis il lui dit, ben tiens, voilà les barèmes. Là, attends un peu, là. C'est l'équivalent de, encore une fois, pour reprendre l'élève d'école, qui dirait, ben, la moyenne d'un examen de mathématiques au Japon, ça a été 55 mais moi, j'ai eu 70 à mon test de français au Québec. Ça fait aucun sens. C'est Ouais. pas comparable. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Pierre-Olivier, un autre, malheureusement, un autre écueil, un autre point négatif qu'on retrouve dans trop d'analyses, c'est que le rendement est relégué totalement à la fin. Donc, moi, récemment, j'ai fait une analyse de portefeuille et, bon, c'est assez classique. On commence par des commentaires macroéconomiques. On dit ce que l'économie a fait, ce qu'elle va faire. Ensuite, on passe la litanie de transactions qu'il y a eu dans le portefeuille au cours du dernier trimestre ou de la dernière année. Puis, à la toute fin, on retrouve le rendement. Donc, qu'est-ce que ça veut nous démontrer, ça, Pierre-Olivier? Parce que je pense que toi, quand Ben, tu connais des bons rendements, tu veux les faire connaître. ben voilà, un conseiller, un gestionnaire qui crée de la valeur va être excessivement fier d'afficher le rapport de rendement. Mhm. Bon, ça se peut, des fois, les rapports ont une formule par défaut prédéfinie, mais pourquoi mettons le rendement à la fin? Ouais. Normalement, puis pour évaluer la qualité de votre relation ou la qualité des résultats, du moins, le rapport de rendement, c'est la pièce maîtresse, là. Je veux dire, à long terme, c'est très important. Alors, si on vous met ça en dernière page, ben, puis là, souvent, c'est en dernière page, puis comme ça se perd dans les transactions, puis tous les gens ne viennent jamais à le consulter, ça arrive souvent, ça. On le demande, avez-vous votre rapport de rendement? Ben non, je ne l'ai pas. Ben, on dit, ben, envoyez-nous vos documents. Puis là, ben, effectivement, là, c'est la page 18 de 18, là. Alors, non, le rapport de rendement est une pièce importante et il faut qu'il soit mis de l'avant. Euh, il y a même quelqu'un de l'industrie qui t'a déjà fait une mention qui t'a renversé au sujet des rendements, Pierre-Olivier. Oui, grand dirigeant, ça c'était il y a quelques années, grand dirigeant d'une firme de courtage canadienne qui me dit la règle d'or dans notre industrie, c'est de ne jamais parler des rendements avec les clients. Je suis tombé en bas de ma chaise, là. Je veux dire, encore une fois, un conseiller, un gestionnaire qui crée de la valeur veut parler des rendements. Au contraire, c'est ça qui est critique, qui est important dans la relation. C'est le résultat à la fin qui compte. Ben, c'est comme si le rendement était considéré comme une commodité. Bon, le rendement et puis après. Mais c'est sûr, un conseiller veut créer de la valeur en plus du rendement. Il veut donner Oui. des bons conseils, veut soulever des drapeaux rouges au niveau fiscal, optimiser dans quel compte contribuer, un REER ou un CELI. Il y a plein de questions comme ça que le Mhm. conseiller va pouvoir être d'une très grande utilité, mais le rendement demeure
le plat principal, là. Dans nos analyses, Pierre-Olivier, on a également vu et on voit encore des problèmes en ce qui a trait aux données qui sont présentées. Oui, bien, le rendement, parfois, est inscrit avant déduction des frais. On l'a Ouais. moins vu dans les dernières années. On le voyait plus souvent avant la réforme en 2017. Mais à tout le moins, regardez les notes, votre rapport de rendement. S'il est avant frais, bien, il faut considérer qu'il y a des frais que vous avez payés là, et qui déduisent le rendement qui vous est affiché, là, qui font que le rendement est plus faible. Et le barème, on s'est rendu compte parfois, par exemple, si votre barème, c'est le TSX, la bourse canadienne, on va juste vous donner l'appréciation de l'indice pendant l'année. Donc, par exemple, 10 mais on ne va pas inclure les dividendes qui ont été reçus par les sociétés composant l'indice. Alors, si le dividende est 2 le vrai rendement du barème est de 12 10 d'appréciation plus 2 de dividendes. Mais il y a certains cas dans le passé où on a vu qu'on affichait 10 Alors, c'est tout simplement erroné. Alors ça, pour valider, vous pouvez le demander à votre conseiller. Est-ce que le barème qui m'est affiché, c'est un rendement total qui inclut les dividendes, les intérêts, l'appréciation ou la dépréciation des titres? Oui, très important. Une autre tare qu'on a constatée malheureusement dans nos analyses de portefeuille, Pierre-Louis, c'est ce qu'on appelle la remise des compteurs à zéro. Par exemple, des conseillers qui fonctionnent avec des fonds communs qui changent fréquemment de série, puis on perd la trace du rendement avec le temps. Là, on affiche le rendement des plus récents fonds finalement. Ou encore, puis je l'ai constaté récemment, une firme qui change de système de gestion de portefeuille euh, il y a 3 ans, par exemple, et puis qui repart les compteurs à zéro. C'est-à-dire que le rendement passé n'a pas été affiché. Là, c'est comme si le mandat ou la personne était devenue cliente là, il y a 3 ans, alors que ça fait peut-être 7-8 ans qu'elle est client ou cliente. Et pourtant, Yannick, quand on repense à notre exemple du tout début, là, notre exemple théorique où nos deux courbes, Ouais. l'écart se creuse, ben, l'exponentialité des rendements fait en sorte que l'écart se creuse avec les années, si vous Mhm. sous-performez ou surperformez. Alors, vous avez besoin de connaître vos rendements réellement depuis le début de la relation pour mieux apprécier cet écart-là qui se creuse. Puis bizarrement, quand on se rend compte qu'un rapport de rendement est plus, l'horizon est plus faible dans le rapport de Ouais. rendement que la durée de la relation, bizarrement, ça arrive plus souvent qu'autrement, que c'est parce que la performance n'est pas si bonne que ça pour les années qu'on ne nous dévoile pas. Alors, soyez à l'affût de ça. Si ça fait 10 ans que vous êtes avec votre conseiller, mais votre rapport de rendement comporte juste les 2 ou 3 dernières années, bien, n'oubliez pas qu'il y a 7 ou 8 années avant ça, là. Puis on ne peut pas les effacer, là. Ils font partie de la feuille de route. Tout à fait, Pierre-Olivier. Puis, on va le voir dans ce qu'on veut vous présenter qui va au-delà du rapport de rendement, la transparence. Ça fait partie des éléments essentiels qu'on doit retrouver là, chez un conseiller financier. On parle de l'attitude, de la candeur, mais la transparence quand on parle de la présentation des rendements, mais aussi parler de ses bons et de ses moins bons coups, hein, Pierre-Olivier, comme nous, on le fait, par exemple, dans nos lettres trimestrielles. Il faut être capable de dire oui, tel titre, ça n'a pas fonctionné. On veut que notre conseiller ou notre gestionnaire nous traite comme un partenaire. C'est-à-dire que toute personne qui prend des décisions d'investissement à long terme pendant plusieurs années va faire des erreurs de temps à autre. Donc, est-ce que ces erreurs-là sont balayées sur le tapis puis on essaie de les éviter? On ne parle pas de l'éléphant dans la pièce quand on a fait une grosse bourde ou on donne une réelle visibilité à ces choses-là? Bon, vous ne le verrez pas dans le rapport de rendement, ça, mais c'est Non. important. Puis, Yannick, si tu me permets d'ajouter, le conseiller, oui, il va apporter de la valeur s'il gère bien le portefeuille, il va apporter de la valeur financière,
Mais dans ses conseils aussi, quand il y a, par exemple, une pandémie ou une récession, Oui, il devrait être une ancre pour vous. Bon, les gens ne passent pas leur journée à regarder leur placement, à s'intéresser à l'économie et tout et tout. Quand ça va mal, est-ce que le conseiller va au-devant des besoins? Est-ce qu'il répond à vos questions avant même que vous vous les posiez? Hein? Parce qu'un oui. conseiller qui a 150 clients, s'il y en a 3 qui lui posent la même question, c'est peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se la posent aussi puis qui ne l'ont pas encore posée. Alors, ce conseiller-là doit être en mesure de vous éviter de paniquer et de faire une vente de feu quand vous avez le Oui. goût de tout vendre. Parce qu'on sait qu'à long terme, la bourse rapporte beaucoup, mais il faut être présent. Ça, c'est des aspects qui sont moins tangibles, hein, Pierre-Olivier. Ce n'est pas des chiffres sur un rapport des rendements. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à parler de cet aspect-là, ultra important, tout comme la Oui. répartition d'actifs, la bonne répartition d'actifs, Pierre-Olivier. Ça, là, ça peut faire une différence majeure sur l'appréciation du portefeuille ou l'enrichissement des épargnants. Oui, malheureusement, il semble y avoir une tendance dans l'industrie où on recommande des répartitions d'actifs qui sont excessivement prudentes. Mhm. Parce que lorsque les conseillers étudient euh, la situation du client, euh, faire une erreur par excès de prudence, euh, c'est pas trop pénalisant pour sa carrière de conseiller. Mais faire une erreur parce qu'on a été trop agressif dans les répartitions, ça peut être dommageable, encore une fois, pour la carrière. Mais qu'est-ce qui est la bonne répartition d'actifs pour le client? Écoute, Yannick, moi, j'ai vu un cas récent d'une personne, un papa qui a un enfant de 6 ou 7 ans. Cet Oui, enfant-là, donc c'est un compte régime enregistré d'épargne-études et ce compte-là est investi à 50 en revenus fixes, alors que tous les fonds qui étaient là ne vont pas être décaissés avant les études postsecondaires de l'enfant. ben Donc, oui. l'horizon de placement est de plus de 10 ans et il y avait là la moitié du portefeuille en titre à revenus fixes. Alors, on se Mhm. prive d'un un rendement incroyable là, par excès de prudence. Ça. Ben, tout à fait. Puis on le sait que le régime enregistré d'épargne-études, c'est un bon exemple là, avec les subventions, le rendement que l'on peut faire dans ce compte-là, on veut vraiment le maximiser. Bien entendu, en investissant dans d'excellentes entreprises, sans prendre de risques indus, on est très, très d'accord avec ça. Par contre, il faut travailler pour bien évaluer le client, puis bien évaluer la répartition d'actifs qui est adéquate pour ses besoins et en fonction de son profil. Donc, Pierre-Olivier, un autre élément là, sur lequel on voulait insister, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, votre rapport de frais. Est-ce qu'il inclut tous les Mhm. frais? Malheureusement, quand on fait des analyses de portefeuille, puis moi, je pose la question d'entrée de jeu, hein, quand je rencontre des personnes qui veulent une évaluation de portefeuille, je leur demande, connaissez-vous vos frais? Puis encore une fois, récemment, des personnes qui ont quand même des bonnes connaissances, qui investissent depuis longtemps, on me dit, ben voici mes frais, c'est tel pourcent. Mais ça n'englobe pas tout, Pierre-Olivier. Oui, bien c'est ça. Il y a eu une bonne initiative de la part des régulateurs il y a quelques années. Ils ont rendu nécessaire, obligatoire, la production d'un rapport de frais. Ce rapport de frais-là, toutefois, il, euh, il représente seulement les frais qui ont été prélevés par le Mhm. conseiller en question. Dans une gestion de portefeuille normale, il peut y avoir des commissions de transaction qui ne seront pas prélevées par le conseiller, vont être prélevées par le gardien de valeur, par exemple. Oui. Il va y avoir, si le conseiller achète des parts de fonds communs, bien, il va y avoir une part de frais qui sont prélevés par le gestionnaire des fonds communs pour la gestion de ces fonds-là. Alors, malheureusement, puis on salue l'initiative, avant, il n'y en avait même pas de rapport de frais, mais malheureusement, les gens, quand ils reçoivent ça, ils croient, souvent, à tort, qu'il s'agit de l'ensemble des frais qu'ils ont payés, alors que c'est Mhm. seulement une partie
des frais qu'ils ont payés. Et c'est arrivé régulièrement qu'on avait à dire non, non, attendez, là, oui, ça, c'est votre rapport de frais, mais il y a ça, ça et ça. Puis là, les gens, ils tombent des nues un peu, là. C'est comme, oh, OK, finalement, je paye 2,5, 3 de frais par année et pas le 1 que je croyais juste. Ben oui, c'est ça, Pierre-Olivier, parce que au Canada, faut-il le rappeler, ceux qui gèrent les portefeuilles par l'entremise de fonds communs, eh bien, les fonds communs facturent des frais qui dépassent les 2 même si ça a diminué quand même là, au cours des dernières années. Là, c'est ce qu'on voit là, dans nos analyses, là, c'est souvent au-delà de 2 quand on prend en considération l'ensemble des frais. Donc, très important, si vous avez un doute, n'hésitez pas encore une fois à demander l'ensemble des frais que vous payez pour la gestion de votre portefeuille. Un dernier élément, Pierre-Olivier, qu'on voulait aborder au-delà du rapport de rendement, c'est barème et objectif. Il ne faut pas confondre les deux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, bien souvent, on a des gens qui nous disent, bon, moi, je suis satisfait d'obtenir un rendement de 5 par année et on m'a fait une Mhm. planification financière et donc j'obtiens 6 par année, j'en suis satisfait. C'est bien. Toutefois, comment vous évaluez la création de valeur ou la de valeur de votre conseiller, de votre gestionnaire, c'est pas tant par rapport à votre objectif, c'est plutôt par rapport au barème. Parce que c'est Ouais. avec le barème que vous allez voir si le conseiller en crée ou en détruit de la valeur. Euh, Sans ce barème-là, ben, on l'a vu plus tôt, obtenir le rendement du barème, vous pouvez acheter le rendement de l'indice, littéralement. Vous n'avez pas besoin de conseiller pour faire ça. Compte de courtage, vous l'achetez vous-même. C'est quand même très simple. Mais le Ouais. conseiller va créer de la valeur avec une bonne gestion et aussi ben, en vous permettant de garder le fort lorsqu'il y a une crise, une récession, une pandémie, etc. Mais Pierre-Olivier, souvent, là, ce qu'on nous dit là, quand on rencontre des gens qui ont un soupçon d'insatisfaction par rapport à leur rendement, ils disent ouais, mais Mhm. bon, moins bien fait que le marché. Je suis prêt à l'accepter parce que, bon, je suis quand même assez proche de mon conseiller. J'aime bien la façon dont il me traite. J'ai une bonne relation avec lui. Fait que pourquoi changer? Ben, si votre conseiller est votre ami, si c'est un vrai ami, si vous constatez qu'il n'a pas créé de valeur sur une longue période, puis vous mettez fin à la relation, vous allez chez quelqu'un d'autre, ben, si c'est un vrai ami, il va rester votre ami. Mhm. Je veux dire, à un moment donné, si une relation amicale, puis la personne, ben oui, je comprends, elle vous amène au golf, elle vous amène au hockey ou peu importe. Je peux comprendre que vous avez développé une relation avec ce conseiller-là, mais si cette relation-là amicale vous coûte, je ne sais pas moi, 25 000 50 000 par année, c'est-tu une relation qui vaut la peine d'être maintenue? Je veux dire, c'est à vous de le décider, c'est à vous de faire l'évaluation à la maison. Mais pour nous, ça ne semble pas approprié. Non, parce que le prix à payer est très lourd à long terme. Puis oui, encore une fois, ça va nécessiter peut-être des efforts d'évaluation, de communication aussi. Mais c'est des efforts qui sont essentiels, Pierre-Olivier. Puis les gens ont le droit de poser des questions, Yannick. C'est pas parce que vous Oui, avez un lien d'amitié que vous ne pouvez pas demander les barèmes, que vous ne pouvez pas évaluer. En anglais, on dit trust but verify. Faites oui. confiance, mais ne vous privez pas des outils pour vérifier la performance. Donc, oui, n'ayez crainte de demander les barèmes, de poser des questions. Mon rapport de rendement est-il avant frais ou après frais? Toutes ces choses-là, n'importe quel conseiller doit être très clair et transparent pour remettre ces données-là. Tout à fait, Pierre-Olivier. Puis oui, certaines personnes peuvent se dire, ah ben là, je vais déranger mon conseiller, il doit être très occupé, tout ça. Ben, c'est des choses qui se demandent, là. Écoutez, si vous avez peur de déranger votre conseiller pour une simple question de barème, je vais prendre une drôle d'expression, mais il y a peut-être quelques coups de pied au cul qui se perdent là.
Pierre-Olivier, c'est pas toujours évident, on le sait, de trouver les barèmes avec lesquels on peut travailler pour évaluer notre portefeuille, la performance de nos placements. Et c'est pourquoi chez Médici, on a décidé de créer il y a quelques années des outils qui sont accessibles et gratuits et qui nous permettent d'évaluer le rendement de son portefeuille. Donc, dans un premier temps, Comparandement nous permet, là, à l'aide de quelques données, oui, il faut encore une fois quelques efforts, là, il faut un rapport de rendement qui va nous permettre de prendre les données nécessaires pour évaluer la performance sur quelques années. Donc, on entre les données, ça prend quelques minutes et puis ça nous permet de savoir finalement si notre portefeuille a généré un rendement supérieur ou inférieur au barème dont on vous parlait tout à l'heure. Et on a un autre outil, la boussole boursière, qui, elle, Pierre-Olivier, je dirais, qui est plus de nature qualitative pour évaluer, si vous voulez, là, la relation que vous avez avec votre conseiller et pour évaluer votre satisfaction. Donc, vous avez juste à vous rendre sur gpsmedici.ca pour utiliser ces outils-là. Yannick, il ne faut peut-être pas oublier aussi notre service d'analyse de portefeuille. Ça fait Tout à 15 fait. ans qu'on fait ça. Il est accessible, gratuit et ouvert à tout épargnant qualifié. Vous nous envoyez un courriel, puis ça nous fera plaisir de valider votre qualification à ce service-là. Exactement, Pierre-Olivier. Donc, nous sommes prêts à passer à la période de questions. Puis, juste avant de céder la parole à Catherine, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil là, sur la performance à long terme que nous avons eue chez Médici. Puis, ça, c'est des rendements qui sont affichés publiquement, soit dit en passant. Ce n'est pas toujours le cas chez les conseillers ou gestionnaires de portefeuille où on prend la peine d'afficher les rendements de façon publique. Parce que pour ce faire, Pierre-Olivier, il faut pouvoir avoir un portefeuille uniforme. Donc, par exemple, chez Médici, on a un portefeuille modèle où tous nos clients détiennent les mêmes actions. Évidemment, si les clients détiennent des revenus fixes, ils vont avoir une pondération et un portefeuille différent, mais tous les titres sont détenus par les clients de Médici ainsi que les associés et les employés de Médici. Ça, c'est très important, Pierre-Olivier, que tout le monde, finalement, qu'on soit dans le même bateau. On peut peut-être mentionner aussi, Yannick, que pour la période de questions, on va répondre à certaines questions, mais je crois qu'il y a moyen de garder en note ces questions-là. Et donc, si votre question n'a pas été répondue, il y a quelqu'un de notre équipe qui va se faire un plaisir d'y répondre dans les prochains jours par courriel. Puis encore une fois, si vous avez une question après coup, vous relisez notre présentation, n'hésitez pas, info@gpsmedici.ca. On pourra y répondre. Appelez-nous ou envoyez-nous un petit courriel. Bien, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, Catherine, nous serions prêts à passer à la période de questions. Super, mais merci beaucoup. Félicitations pour la belle présentation. C'était très éclairant. On a plusieurs questions. D'ailleurs, je commencerai peut-être parce que vous avez présenté là, votre annexe de rendement annuel. On avait des questions plus précisément sur vos services. Donc, j'irai d'emblée avec ça. C'est une question qui est comme en 3 volets. Donc, je vous bombarde, OK? Donc, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la valeur moyenne de vos portefeuilles actuellement en gestion? Ça, c'est la première. Quel est le montant minimum et le montant maximum généralement requis pour investir dans vos portefeuilles? Puis, finalement, quel est le type de la clientèle que vous ciblez principalement? Est-ce que c'est les entreprises ou les particuliers? Donc, Yannick? êtes-vous prêt? Oui, Oui. je vais tout de suite répondre à une question. S'il y a un maximum pour investir chez Médici, la réponse, c'est non. On va tout de suite éclaircir cet élément-là. Mais pour investir chez Médici, oui, on a un minimum qu'on évalue au cas par cas, mais c'est 750 000 comme montant minimum. Pierre-Olivier, si tu veux répondre aux deux autres éléments. Oui, juste peut-être répéter. Donc, il y a le minimum, il y a
Oui, je vous ai bombardé, hein. OK. L'actif, c'est à peu près 1,5 million de dollars par famille. Donc, Oui. ben, souvent, les gens qui nous confient la gestion de leur portefeuille confient l'ensemble, toutes sortes de comptes. Si c'est un ou une entrepreneur, ça peut être ses comptes de société de gestion, par exemple, des REER, des CELI, les CELIAP, voilà, tout type de régime. Mhm. Ça peut être un couple et un enfant, par exemple. Donc, oui, c'est vraiment l'ensemble de la situation lorsqu'on parle de 1,5 million en moyenne. Et il y a la troisième question, si vous pouvez me la répéter, Ah j'ai ben, pas en noté. f c'est ça. En fait, Yannick a répondu à la troisième, qui était le OK. montant maximum, minimum. Donc, on a répondu à cette question-là qui était, Bon, bon, ben, 750 000, mais il y avait du cas par cas à faire, qu'il n'y avait pas de maximum. Puis ensuite, pour la clientèle cible, vous me dites que c'est autant les entreprises que les particuliers, Mmh. hein, les familles. Puis exactement. ensuite, c'était, pouviez-vous me donner une idée de la valeur moyenne de vos portefeuilles actuellement en gestion? C'était 1,5 million. Mmh. Donc, Exactement. Voilà, on a fait le tour. super. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'irai avec des questions. Vous avez parlé tantôt des conseillers financiers. J'ai quelques questions qui sont arrivées en lien avec la relation avec les conseillers et le rendement. Donc, comment ici déterminer si le rendement affiché par mon conseiller est avant déduction des frais ou après? Et aussi, comment savoir si les barèmes affichés incluent ou non les dividendes? Demandez-lui. Normalement, il devrait être écrit en, tu sais, souvent là, les petites notes là, au bas du rapport de rendement là, que jamais personne ne lit, allez les lire. OK? Mhm. Souvent, il y a beaucoup de détails là-dedans, mais si vous n'avez pas réponse à votre question en lisant ces petits Mhm. écrits-là, prenez le téléphone, envoyez un courriel, demandez-lui. Ça devrait être très clair. Et qu'est-ce qu'on fait si on a des doutes quant à l'exactitude des rendements qui sont présentés par ce fameux conseiller ou ce gestionnaire? Demander à un autre professionnel de valider les données. Mais en partant, si vous avez, c'est déjà un signe assez fort, là. Si vous êtes Ouais. dans une relation avec un conseiller et vous doutez de la véracité ou l'exactitude des données qui vous sont remises, oh là là. Mais tu sais, il arrive des fois qu'une personne n'est pas certaine. Ah, il me semble, c'est bizarre ce rendement-là. J'ai ajouté de l'argent, j'ai décaissé de l'argent. Puis, ben, un bon conseiller, normalement, il devrait être capable de faire, à la limite, une table Excel puis de calculer un taux de rendement interne pour le portefeuille à la mitaine pour démontrer ses calculs, si c'est nécessaire. Je veux Mhm. dire, il faut être transparent avec nos clients. Je veux dire, nous-mêmes qui sommes gestionnaires, on veut offrir le service que, si on était client, le service qu'on voudrait recevoir. Alors, n'importe quel conseiller qui est fier de sa pratique devrait aspirer à ça. Est-ce que vous investissez dans les petites et les micro-capitalisations ou seulement dans les plus grosses entreprises? Quel est votre avis sur le sujet et sur l'impact sur les portefeuilles? Ben, en fait, on n'investit pas dans les micro-capitalisations. On regarde, là, on a un spectre quand même assez large d'entreprises de petite taille jusqu'à des entreprises qu'on appelle dans le jargon des méga capitalisations. Donc, on est en mesure de faire ça, mais on ne va pas dans les entreprises de très petite taille ou ce que j'appellerais des entreprises en démarrage. Je ne sais pas si tu veux ajouter un élément, Pierre-Olivier. Non, je pense que c'est très complet. Je dirais une feuille de route prouvée, généralement. Quand on regarde une entreprise, souvent dans les très petites Mhm. capitalisations, ces entreprises-là sont déficitaires ou du moins n'ont pas encore un historique de profitabilité assez long pour juger de la force des avantages concurrentiels. Donc, généralement, une entreprise peut-être de moyenne capitalisation, elle sera d'une taille et disons, d'une taille, d'une notoriété, puis elle va avoir une feuille de route qui va plus facilement nous démontrer la force de ses avantages concurrentiels. Oui. Puis si tu me permets d'ajouter un élément, Catherine, on passe beaucoup plus de temps chez Médici à rejeter des entreprises qu'à en retenir.
C'est-à-dire, puis ça, c'est important, là, c'était pas l'objectif de la présentation aujourd'hui, mais puisqu'on aborde la question qu'est-ce qu'on retient, tout ça, comme on l'a dit, on cherche des entreprises exceptionnelles, à investir dans la crème de la crème. C'est-à-dire qu'on rejette des entreprises, comme dit Pierre-Olivier, qui n'ont pas assez d'historique, qui ne sont pas rentables depuis plusieurs années, qui n'ont pas démontré leurs avantages concurrentiels, mais on écarte aussi des pans entiers de ce qu'on retrouve sur le marché, c'est-à-dire, par exemple, les ressources naturelles, toutes les entreprises qui ont une rentabilité là, qui est associée à une denrée ou qui sont imprévisibles. Donc ça nous permet je dirais, de concentrer nos efforts parce qu'il y a quand même des milliers d'entreprises inscrites en bourse. On se concentre sur ce qu'on estime qui est de meilleure qualité. On est tout le temps en train de chialer. Si les gens là, à la maison pouvaient assister à nos comités d'investissement à chaque semaine, là, vous asseyez à personne là, puis on passe notre temps à chercher qu'est-ce qui cloche dans cette Ouais. entreprise-là avant d'y investir. Puis il y a tout le temps un bon chialeux qui trouve quelque chose à gratouiller. Puis ben là, après ça, c'est de parler aux dirigeants, c'est de faire des recherches, questionner des experts, des anciens employés, des fournisseurs. Puis là, ben, on trouve ce qu'on veut savoir. Donc, justement, en parlant de critères de sélection de vos entreprises, pour le choix des entreprises, quelle place accordez-vous au placement ESG? Écoutez, on analyse les aspects de gouvernance. Nous, c'est une entreprise là, qui est bien gérée, ben, c'est pas juste une entreprise rentable. C'est une entreprise qui prend des bonnes décisions pour toutes les parties prenantes, que ce soit les actionnaires, les employés ou le grand public en général. Puis, à cet égard-là, puis il faut faire très attention aux modes, aux acronymes, parce que il y en a eu beaucoup et il va y en avoir d'autres avec le temps. Les aspects environnementaux ou sociaux sont d'une grande importance, mais il faut accorder une importance particulière à la façon dont les dirigeants prennent des décisions, parce qu'on le sait qu'ultimement, toutes ces décisions-là vont avoir une répercussion sur la rentabilité ou sur la viabilité à long terme de l'entreprise. Donc, nous, c'est de cette façon-là qu'on étudie en détail les décisions des dirigeants d'entreprise. Pierre-Olivier, tu es plus dans la recherche. Est-ce que tu veux ajouter certains éléments? Non, je trouve que tu as bien couvert l'aspect recherche. Moi, j'allais couvrir plus l'aspect marketing. Oui. Le terme éthique est très galvaudé et je soupçonne, quand on regarde, par exemple, les prospectus, les nouvelles offres de placement, je soupçonne que l'industrie financière est fort ingénieuse à utiliser ce terme-là pour signaler de la vertu, alors que le terme éthique, c'est très, très, très malléable. Et l'éthique, pour moi, c'est pas nécessairement la même éthique pour toi, Yannick. Alors, bon, l'industrie financière étant ce qu'elle est, très créative, elle trouve à chacune des modes, des façons de créer des produits financiers. Et il y a probablement des gens qui pour eux, l'éthique, c'est telle chose environnementale, c'est les GES. Puis finalement, ces gens-là vont se retrouver avec des parts de sociétés extractrices de sable bitumineux, par exemple. Alors, il faut vraiment faire attention aux termes. N'achetez pas du clé en main si vous vous dites éthique. Allez gratter un peu sous la surface, voir si Ouais. c'est seulement du signalement de vertu ou ça correspond vraiment à ce que vous recherchez en termes de placement. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de REE, donc il y a quelqu'un qui avait une question par Mhm. rapport à ce sujet-là. Donc, quelle est votre approche en regard de la répartition d'actifs, donc le pourcentage d'actions versus le pourcentage en revenu fixe dans un REE là, de la naissance au décaissement? Yannick, Pierre-Olivier, tu c'était veux le ton prendre? exemple, si Oui, si OK. tu veux y aller. Moi, Ben, d'entrée de jeu, ouais. je voulais juste mentionner que le régime enregistré d'épargne-études, le REE, là, généralement, Pierre-Olivier l'a mentionné, c'est un véhicule qui est là pour le très long terme. On commence à investir lorsque l'enfant naît et on commence à décaisser lorsqu'il amorce ses études postsecondaires. Donc, vous imaginez que c'est une période de 17-18 ans. Donc,
dans la majorité des cas, on va investir à 100% en actions, mais évidemment, on va évaluer la situation au cas par cas avec chacun de nos clients. Mais c'est sûr, si l'enfant est en secondaire 4, puis Oui. il ne prévoit pas aller à l'université, puis il veut faire un DEP, on s'entend que l'horizon d'investissement commence à être beaucoup plus petit et que là, Mhm. c'est probablement stratégiquement une très bonne chose d'avoir des titres à revenus fixes. On ne veut pas Oui. avoir une crise financière 2 mois avant de commencer ses études postsecondaires. Bon. Mais là, si on parle d'un jeune enfant de 3 ou 4 ans, je veux dire, à moins que votre petit enfant soit un génie champion du monde, il n'ira pas à l'université à 8 ans. Et donc, son horizon d'investissement est très, très long. Et il a les moyens d'investir au gré des crises et des récessions qui auront lieu pendant toute son enfance et son adolescence. Mmh. Merci beaucoup. Écoutez, il y a plus d'une quarantaine de questions. On pourrait passer l'après-midi là-dessus, mais malheureusement, le temps file, donc Ouais. je vais être dans l'obligation de terminer, d'avoir l'odieux de terminer ce webinaire maintenant. On commençait à s'amuser, Catherine, mais je voulais juste, si tu me permets, avant de terminer cette présentation, rappeler que nous allons faire parvenir à tout le monde qui se sont inscrits à la présentation. Vous allez la voir dans quelques jours et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous écrire à info@gpsmedici.ca. Puis ça peut être de toute nature, comme vous voyez, on voulait vous parler de rendement aujourd'hui, mais ça dévie rapidement sur d'autres aspects. Donc, nous sommes disponibles vraiment en tout temps là, si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise avec nous aujourd'hui, d'avoir les commentaires. Ça a été très apprécié, cette heure passée en votre compagnie. Donc, merci Merci. à vous au bureau, à la maison pour votre présence et vos nombreuses questions. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, là, vous êtes invité à contacter l'équipe de Médici qui recevra aussi vos questions. Donc, dans les prochains jours, vous allez recevoir le lien par courriel pour revoir ce webinaire en différé. Il sera accompagné, comme Yannick le disait aussi, de la présentation. Donc, si vous avez trouvé cette présentation aussi utile et informative, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues, votre réseau professionnel aussi, qui pourraient également bénéficier des informations qui ont été partagées aujourd'hui. Cette présentation sera disponible sur le site web lesaffaires.com pour une période de 6 mois. Donc, avant de quitter, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, en cliquant simplement sur le bouton correspondant à l'écran, vos commentaires sont précieux comme toujours pour nous aider à améliorer nos futurs événements et répondre à vos questions. Donc, restez à l'affût de nos prochains webinaires. Encore une fois, merci beaucoup et bonne journée.